Que savons-nous de l'efficacité et de la qualité des services de santé et de protection actuels destinés aux enfants en situation de vulnérabilité au Québec? Alors, on sait ce qu'on doit faire, sauf qu'on ne le sait pas. Nous tous, nous aimons nos enfants. Tout le monde dit on aime nos enfants. Mais collectivement, comme société, on dit qu'on est fou de nos enfants. Il y a cette phrase qui est véhiculée beaucoup. Mais ce que je pense que comme société, ça reste un souhait. Ce n'est pas la réalité, en effet. Nous avons signé la Déclaration des droits des enfants. Mais on n'a pas fait une réalité de l'application de ces droits. Les gens, les adultes, ils connaissent tous leurs droits, mais si on leur demande quels sont les droits des enfants, ils ne sauront pas vous répondre. 35% des enfants à Montréal ne sont pas prêts pour l'école et à peu près 30% des enfants sont abusés sexuellement. Et ça veut dire que dans la population, en général, à peu près 30% de la population n'est pas capable pleinement à cause de leur développement qui est dérangé, leur capacité du cerveau qui n'est pas à la hauteur dans laquelle ils pourraient et devraient l'être. Je ne sais pas comment une population, une société peut se développer sans la pleine collaboration, participation de à peu près 30% de sa population. Je me demande si peut-être on peut aborder les soins des enfants en défavorisation en faisant plutôt un modèle économique. Nous sommes en campagne électorale et vous allez entendre tous les chefs des différents partis de parler des taux d'intérêt ou taux d'impôt ou toutes sortes de manipulations financières sur l'économie, mais personne ne va vous parler vraiment de qu'est-ce que fait rouler l'économie. Et la vraie réponse à ça, c'est la capacité de la population. Si Air Canada faisait écraser 30% de leurs avions, ils ne seront pas en affaires très longtemps. Mais notre population doit continuer à fonctionner sans la participation de 30% de leur capacité. L'économie ne fonctionne pas vraiment à sa pleine capacité. Maintenant, si on considérait nos enfants comme la matière première la plus importante, pas le pétrole et pas l'uranium et pas le fer, mais nos enfants, comme la matière première la plus importante de notre société, on verra que ça c'est une matière première qui est renouvelable, qui est multiples capacités et qui est en plus non toxique si on prend soin à leur développement comme il faut. Maintenant, le défi, c'est de faire connaître cette réalité, de faire que la classe politique puisse comprendre ça et agir en conséquence. Quand on a quelques douzaines d'enfants au Québec qui ont de la rougeole, tout le monde est en panique et le gouvernement immédiatement distribue à travers tout le réseau du Québec l'opportunité de faire vacciner les enfants. Mais nous avons un nombre beaucoup plus grand
d'enfants qui ont besoin de services et qui ne l'ont pas. On sait qu'il y a à peu près 200 communautés au Québec qui auront besoin d'un service de pédiatrie sociale en communauté, au style du Dr Julien, mais les ressources ne sont pas là, l'intérêt n'est même pas là, de diffuser ces capacités à travers notre territoire pour récupérer les enfants qui ont des difficultés de développement à cause de l'environnement dans lequel ils ont vécu. Alors, si on met tout ça ensemble, peut-être un modèle économique, avec l'application des modèles développés par Dr Julien, qui est basé sur des données probantes et qui fonctionne, et dont on a démontré aux États-Unis, par exemple, que le coût de revient, c'est de 1 à 16. Pour chaque dollar investi, vous allez en avoir 16, mais pas dans le premier cycle électoral, mais dans une génération. Mais les politiciens doivent vraiment voir plus long, avoir une vue plus longue que seulement les 4 ans pour la prochaine élection. Ça, c'est le défi que je pense nous avons à faire face pour vraiment nous assurer que toute la population puisse participer pleinement. Merci. Merci, Nick. Je vais demander à Nico de prendre la parole. Pour faire un peu suite aux commentaires de Nick, je crois que justement un des défis au niveau de l'accès, c'est d'en savoir plus sur qui reçoit des services, dans quelle situation, et de vraiment maximiser les ressources qui sont disponibles. Et c'est là où il y a déjà un problème énorme, qui est qu'il y a un morcellement des approches, des services. On sait très peu sur qui reçoit quel service, on sait très peu sur la distribution qui est déjà, qui n'est pas suffisante par rapport aux ressources, mais les ressources qui sont disponibles, on sait mal qui les reçoit et dans quelles circonstances. De façon générale, ce qu'on voit, c'est que c'est les familles les mieux organisées, les familles qui ont le plus de ressources, qui finissent par avoir le meilleur accès aux services. Dans une situation où il y a beaucoup de services, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais dans une situation où on n'a pas suffisamment de services, c'est absolument essentiel d'assurer que ceux qui en ont vraiment besoin les reçoivent. Il y a ensuite des barrières qui sont érigées soit de façon légale, soit pour des raisons de culture professionnelle, qui rendent la coordination, la collaboration à ce niveau problématique. De notre côté, nos recherches s'orientent de façon très étroite sur la question de la protection de la jeunesse, mais c'est un dossier où on voit très clairement l'effet de ce morcellement et on voit très clairement jusqu'à quel point la définition du problème finit par limiter les services et limiter les possibilités de collaboration. Donc, spécifiquement dans la situation de la protection de la jeunesse, un des problèmes, c'est que toute communication entre professionnels devient pratiquement impossible. C'est des services qui peuvent recevoir des informations, mais qui ne peuvent pas les partager. Ce n'est pas un bon début. C'est des services également qui définissent d'emblée leur premier contact avec la famille autour d'une problématique définie de façon très négative. Là également, ce n'est pas vraiment un bon point de départ. Ce qui devient particulièrement frustrant, c'est quand on essaye justement de penser à l'organisation de ces services, à la question des accès par le biais d'une approche un peu plus business, c'est de se rendre compte qu'il n'y a vraiment aucune comptabilité et aucun aperçu de ce qui se passe à long terme. Et c'est ce qu'on voit du côté justement des gouvernements qui sont incapables de décrire de façon spécifique qui reçoit quel service, quelle est la trajectoire des jeunes à travers ces différents systèmes ou des familles à travers ces systèmes, mais c'est également l'expérience des familles qui sentent qu'ils sont constamment en train de faire face à des portes tournantes. Donc un peu le défi, c'est d'un côté de prendre un peu plus sérieusement notre responsabilité par rapport à la distribution de ces ressources, mais également de faire attention à adresser les barrières qui empêchent la collaboration et qui empêchent une approche qui prend en considération le fait que
c'est jamais des problèmes isolés, mais c'est toujours des problèmes qui émergent dans un cadre naturellement beaucoup plus global. C'est justement c'est une des raisons pour laquelle on s'intéresse particulièrement aux approches du style pédiatrie sociale, où dans un certain sens, on a vraiment ce modèle de guichet unique de professionnels qui se disent, bon, à partir du moment où on commence à travailler avec un enfant et une famille, on ne définit pas et on ne limite pas les services par rapport à une problématique particulière. Et c'est là également un peu le défi qui est peut-être un espoir possible avec la nouvelle réorganisation des services les réorganisations, j'y crois jamais, franchement, mais j'espère que c'est une réorganisation qui va se faire vraiment avec l'enfant au centre et la famille au centre, et avec une diminution des barrières, une diminution des obstacles qui se mettent dans le chemin d'une collaboration qui permet justement un meilleur accès. Donc un peu la réponse à la question, qu'est-ce qu'on en sait de l'accès aux services? On en sait très peu, oui. Et on est autre qu'une réponse immédiate à un problème spécifique défini à l'intérieur des critères d'éligibilité d'un service particulier. Il n'y a pas vraiment un aperçu plus global sur l'expérience de l'enfant et de la famille par rapport à cette panoplie de services qui reste pour le moment encore très morcelée. Merci, Nico. Dr. Julien. On n'a pas des questions faciles. Les 3 questions, on s'était parlé un petit peu avant, sont très complémentaires. Donc, souvent, on va aller puiser dans l'une, on va répondre dans l'autre, inquiétez-vous pas. Mais l'idée, c'est d'arriver à une espèce de constat et aussi de consensus autour de comment on va changer ça, ces affaires-là qui ne marchent pas. Il faut dire les choses comme ils sont, là. Ça ne marche pas. Nous, on nous reproche souvent de nous occuper des enfants pauvres ou vulnérables. Puis pourquoi eux autres? Puis pourquoi pas nous? On entend toutes sortes d'histoires là-dessus. On a fait vraiment le choix de s'occuper des enfants vulnérables. Il va falloir qu'on définisse le vulnérable. Mais parce que, comme disait Nick, ils tombent entre 2 chaises. L'accès au service est à peu près nul. Il ne faut pas se leurrer. Nos majeurs, nous, c'est des difficultés de développement. Les enfants ne se développent pas bien, ne parlent pas, ils sont tristes, etc. Des difficultés émotives, des difficultés d'apprentissage, des syndromes post-traumatiques. Je sais que c'est un thème galvaudé, mais chez nous, les enfants sont en post-traumatique pour une grosse majorité. Et il n'y a personne qui gère ça, qui s'occupe de ça. C'est pas compliqué. Il n'y a pas de guichet unique. On va, là, je ne veux pas être méchant avec les psychiatres, mais souvent, ils vont être référés au psychiatre par l'enseignante parce qu'elle n'y arrive pas. Et le psychiatre va dire, bien là, je ne sais pas, moi, s'il est dépressif, ça va, mais s'il n'est pas dépressif, ça nous revient. Même chose pour les enfants qui font des verbalisations suicidaires ou des tentatives de suicide. On les envoie à l'hôpital, ils nous reviennent le soir même à nos bons soins. Donc, il n'a pas d'accès. Les troubles d'apprentissage, c'est une catastrophe, là, vous savez. Les écoles se font couper. Et là, on coupe chez les enfants qui ont des besoins spéciaux. Comme société, là, on peut difficilement faire mieux. Il n'y a plus de services dans les écoles. On est en train d'en remonter, nous, au garage à musique, pour essayer de voir comment on pourrait gérer les troubles d'apprentissage, ce qui n'est pas simple, là. C'est toutes les dyslexies, les dysorthographies, les dysphasies, les toutes sortes d'affaires, là, qui tombent entre 2 chaises. Ils vont à l'école, le personnel chez nous, à chaque jour, là, il nous arrive avec l'équipe école qui est très fière de nous dire que ça va très bien, qu'il n'y a pas de gros problèmes de comportement, puis que tout est beau. Sauf que c'est un cheminement particulier, secondaire 1, 2, 3. Puis là, quand on dit la question piège, il est en quelle année pour vrai? Bien là, c'est souvent, il finit sa première année, primaire, ou sa 2e année, ou sa 3e année. Mais je dis, qu'est-ce que vous faites? Vous allez où avec ça? Êtes-vous sûr qu'il va réussir? Mais ça, c'est la question qui tue parce que
c'est clair que c'est des échecs. Et là, on persiste souvent, là j'en mets un peu, mais c'est la réalité, jusqu'à 15 ans. Parce qu'avant 15 ans, on ne peut pas être orienté métier ou avoir des mentors métiers. C'est assez particulier. Le Québec s'est développé, je suis un peu rétro, là, mais le Québec s'est développé parce que des jeunes ont appris avec des adultes à travailler. C'est pas moi qui l'ai inventé, là, c'était comme ça avant. Le mentorat menuisier, le mentorat électricien. Mais le jeune, il faut qu'il attende à 15 ans. On ne sait qu'il ne réussira pas, puis qu'il n'a même pas la capacité à cause du trouble d'apprentissage, pas à cause de l'intelligence. L'intelligence est vive, l'intelligence émotive est habituellement extrêmement puissante, mais l'intelligence théorique, elle ne l'est pas. Puis ça, on peut difficilement changer rendu au secondaire. Donc, il faut les orienter vite vers quelque chose qui les intéresse, puis ils nous disent ce qui les intéresse. Alors, à 15 ans, ils vont aller travailler pour remplir les paniers d'épicerie chez Carnaval, au métro. Mais rien, c'est très, très mobilisant pour les enfants. Ils trouvent ça extraordinaire. Premier job, mais ça ne marche pas. Donc, je vous dis, l'accessibilité n'est vraiment pas là pour l'ensemble des enfants vulnérables qui, malheureusement, ont beaucoup de difficultés au niveau du développement et de mobilisation de leurs forces, je dirais. Et l'approche qu'on a développée, c'est sûr qu'elle est elle est focusée sur de multiples enjeux. Elle est très liée au rapprochement. Je trouve ça extraordinaire ce qui s'est passé tantôt avec les 4 conférenciers parce que juste par l'empathie ou, comme dit Jane, la connexion, on découvre toutes sortes de forces là. On a fait un peu l'expérience, c'était au garage de musique. Si je prends trop de temps, vous me le dites. On a engagé 6-7 ados qu'on avait un peu échappé nous-mêmes, parce qu'on n'est pas toujours gagnant, pour les mobiliser au garage de musique comme mentors pour les plus jeunes. Et ça a été assez extraordinaire comme phénomène. Puis il y en a un en particulier que j'ai suivi depuis l'âge de 4 ans, qui est rendu à 14-15 ans, là, qui a été un de nos meilleurs. Pourtant, quand je l'ai vu à 4 ans, il m'a montré comment il se sauvait de la maison pour aller voler au dépanneur, par quelle fenêtre. Puis sa mère n'était pas capable de le savoir parce qu'elle était handicapée, puis comme il était sur 2 étages, elle ne pouvait pas descendre. Donc, il en profitait pour aller... C'était vraiment un pré-délinquant, 4-5 ans. Puis après ça, il était brillant. Il était allé assez bien à l'école. Puis après ça, il y a eu toutes sortes d'événements, il a décroché, tout ça. Et là, on le retrouve absolument... il nous disait, écoute, je renais, ma vie va changer, il retourne à l'école, etc. Mais c'était juste par l'accompagnement, l'empathie, la compréhension de ses forces. Mais ça n'existe pas. J'ai le malheur de dire que ça existe dans les centres de pédiatrie sociale, mais ailleurs, on ne voit pas ça. Et c'est ce qui fait notre force et ce qui crée le succès relatif qu'on a puis qu'on risque d'avoir pour changer la société. Mais l'accessibilité, pour moi, elle est inexistante.